Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Maché Titoni. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre intérêt et surtout de votre fidélité. On va parler économie ce matin avec notre invité, l'économiste Jean-Claude Paulin. Très certainement au centre des questions ou encore au menu aujourd'hui de la rubrique, le dollar américain, la hausse du dollar, la dévaluation de notre monnaie locale, la gourde. Pourquoi? D'où ça vient? Comment y remédier? Quelles sont donc les projections? Autant de questions qu'on aura donc à aborder avec notre invité ce matin, l'économiste Jean-Claude Paulin. Professeur, bonjour. Merci d'accepter l'invitation de Métropole. Merci Wendell. Le plaisir est pour moi d'être ici ce matin avec toi et avec les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Vous allez partager avec nous ce petit secret. Pourquoi vous vous êtes abstenu de participer à des émissions de ce genre? Je me permets d'employer ces termes dans la mesure où ça fait longtemps qu'on n'a pas eu la possibilité de vous accueillir à cet espace. Pourquoi? Décision personnelle? Bon, je n'ai pas eu à prendre une décision personnelle par rapport à cette émission. C'était plutôt une décision par rapport à ma présence dans les médias, étant donné que j'ai eu à intervenir pendant au moins une vingtaine d'années et bon, au moment de la durée, j'ai estimé qu'il fallait tout au moins faire un retrait pour faire d'autres études, approfondir d'autres sujets et me pencher sur un ensemble d'autres projets qui, pour moi, étaient importants. Mais après, en principe, presque 4 ans, j'ai choisi de répondre à l'invitation de Wendell et participer à cette émission. Je dirais que c'est une rupture, c'est une autre décision de resurfacer dans une certaine mesure et donner mon point de vue sur un ensemble de sujets, dont celui sur lequel nous allons intervenir. Un silence payant, mais quand même qui a abouti à quelque chose de positif. Mais dites-nous, pourquoi vous avez décidé effectivement de reparaître ou de réapparaître? 2 choses. La première, c'est que j'ai eu à faire beaucoup d'études, des études qui m'ont permis de comprendre mieux le pays, de comprendre mieux son fonctionnement sur les différents plans. Et puis maintenant, il se trouve qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que la crise continue. Et que, quelque part, j'estime que je pourrais aussi dire quelques mots dans tout ça. N'empêche que vous observez tout ce qui se passe. Oh oui, je suis toujours fidèle observateur. Okay. Fidèle observateur, et puis, bon, je continue à maîtriser les paramètres relatifs à l'évolution de tous les différents aspects politico, sociaux et économiques. Avez-vous vu venir cette hausse du dollar? Pas que j'ai vu venir, mais j'ai bien compris que c'est une trajectoire tout à fait normale, inévitable, et ça continuera. Vous avez dit c'est une trajectoire normale et ça va continuer. C'est ce que je comprends, oui. C'est quand même préoccupant. Pour moi, oui et non. C'est préoccupant du fait que nous autres, au niveau de ceux-là qui ont la responsabilité de gérer le pays, ils n'ont pas su prendre et peut-être ne sauront pas prendre les dispositions qui doivent être prises. Mais ce n'est pas préoccupant dans la mesure où, pour moi, c'est tout à fait normal. Parce que les paramètres qui devraient être maîtrisés ne le sont pas. Et qu'est-ce que je dirais aujourd'hui? Je pourrais dire que quelque part, ce que nous sommes en train de constater, de vivre, ce n'est que ce qu'on appelle le tip of the iceberg. Aujourd'hui, si la nous partie avons besoin infime de l'iceberg, c'est ça? Yeah. Et si nous voulons comprendre comment le pays évolue, comment l'économie du pays évolue, on n'a qu'à suivre la trajectoire du taux de change. Et aujourd'hui, que ce taux de change
ait atteint 50 gouttes pour $1. Bon, moi, je l'avais prévu depuis environ une vingtaine d'années. D'ailleurs, mes prévisions sur le long terme étaient toujours sur 50 gouttes pour $1, à moins qu'il y ait autre chose qui soit fait pour stopper le processus. Maintenant, et ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui sur le marché n'est qu'une manifestation naturelle et qui exprime les différents problèmes que nous sommes en train de confronter dans l'économie haïtienne. Je dirais que ces problèmes peuvent être expliqués par un double ensemble. Un premier ensemble, c'est un ensemble, je dirais, superstructurel. Un autre ensemble, c'est un ensemble, je dirais, infrastructurel. Quant à l'ensemble superstructurel, il faut trouver 3 éléments importants dans cet ensemble. D'abord, il y a la gouvernance politique, que je dirais aussi économique. Il y a les finances publiques. Il y a l'acteur principal qui est la BRH qui doit gérer les choses et conduire, si vous voulez, la barque monétaire du pays. Bon. L'autre ensemble est aussi composé de 3 éléments. Le premier élément est peut-être le plus fondamental, c'est ce que j'appelle l'économie réelle, la production, etc. Un autre ensemble, c'est, je dirais, la croissance de la population, pas un autre ensemble, un autre élément. Et le dernier, je dirais, élément, ce sont les acteurs de l'économie qui ont la responsabilité de faire les investissements et de gérer l'économie à partir de leurs activités. Voici ces 2 ensembles-là. Oui, mais il y a un point. C'est ce qu'on pourrait appeler le rôle des autorités monétaires dans tout ça. On a souvent annoncé des mesures et de fait, ces mesures-là ont été en quelque sorte fructueuses. Pendant longtemps, le dollar était maintenu, était contenu, la pression était en quelque sorte contenue avec l'intervention de la Banque centrale sur le marché en injectant des dollars sur le marché. Est-ce que ces mesures, à votre avis, ne peuvent plus être fructueuses, le cas échéant? Pourquoi, à votre avis? Comme je viens de le dire, Wendell, il y a ces 2 ensembles-là. Maintenant, tu as touché le premier ensemble, à savoir là où... Non, j'ai choisi l'un des éléments. Je comprends. Mais tu as pris l'élément monétaire, à savoir la Banque centrale, son rôle dans si vous voulez, dans ces efforts de contenir, si vous voulez, de contenir l'évolution de la gourde par rapport au dollar. Bon. Essayons de nous mettre d'accord sur une chose très claire. Tout essai et tout effort de contenir la gourde, c'est comme si on avait une grande force qui est enchaînée quelque part. Et qu'à chaque jour, il faut ajouter des maillons et consolider la chaîne. Parce que ce taureau qui est amarré dans cette chaîne finira par la casser. Et c'est la gourde. Pourquoi la gourde par rapport au dollar? Pourquoi? C'est parce que les fondamentaux qui devraient contenir, si vous voulez, le dollar ou la gourde l'un par rapport à l'autre, pour que le taux ne se détériore pas, ça prend des efforts monstres. Tous les efforts au niveau de la Banque centrale, ce sont des efforts relativement superficiels. Il faut contenir... Ouais. Vous osez dire ça? Oui, mais quand même, le dollar était à 40 gouttes pendant longtemps, professeur Parvin. Pendant longtemps. Bon, pas aussi longtemps que ça. Pas aussi longtemps que ça, parce que ça fait 1990, le dollar était à 7 gourdes. Oui, l'année dernière... Nous sommes en 2015. L'année dernière, c'était à 44 gourdes. Et aujourd'hui, nous sommes à 50 gourdes, plus ou moins. Quand on calcule l'évolution de la gourde par rapport au dollar, nous avons une croissance ou une détérioration de 13% en un an. En un an. Maintenant, il faut essayer de savoir comment expliquer cela. C'est peut-être
là l'aspect le plus important. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. En fait, j'essaie de voir. Ouais. Maintenant, il faut comprendre ceci. Un peu d'eau. Il faut comprendre que, pour essayer de répondre à ta question, à savoir pourquoi est-ce que les interventions de la Banque centrale en soi ne continuent pas à maintenir la gourde ou encore la stabilité que l'on avait bénéficié au cours de ces 2-3 dernières années. Bon. Il y a deux efforts, ou encore, il faut essayer d'expliquer ceci à deux niveaux. Premièrement, observez que depuis quelques années, à chaque fois, la Banque centrale était toujours de faire des interventions pour essayer de contenir la gourde, ou encore contenir le dollar par rapport à la gourde, la détérioration. Mais à chaque fois aussi, il y a toujours un sursaut qui accélère la détérioration. Et à chaque fois, il y a eu une détérioration additionnelle jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on est à 50 gourdes. Bon. Observez qu'il y a deux niveaux auxquels il faut comprendre cette détérioration. D'abord, au niveau monétaire, notamment au niveau de la demande, si vous voulez, de la demande de la gourde, encore de la demande du dollar par rapport à la gourde, et des finances publiques qui est obligé, si vous voulez, d'injecter à partir des faiblesses qu'ils ont au niveau de leurs revenus, d'injecter des gourdes sur le marché à travers de différents mécanismes qui existent. Et à chaque fois qu'il y a des injections à travers des déficits budgétaires et autres mécanismes, ça affecte naturellement le rapport goutte-dollar, notamment la détérioration de la goutte par rapport au dollar. Ceci, c'est un niveau auquel il faut comprendre l'affaire. Maintenant, comment la Banque centrale gère ça? La Banque centrale gère ça, et surtout quand il y a détérioration à travers une injection de dollars sur le marché, et un assèchement de liquidités, augmentation des réserves obligatoires ici, et contrôle des taux d'intérêt ici, un ensemble de mécanismes que la Banque centrale dispose pour essayer de contrôler, si vous voulez, la quantité de la goutte qui existe sur le marché et aussi la quantité de dollars qui existe sur le marché. Plus qu'il y a de gouttes sur le marché, c'est plus que la détérioration et goutte-dollar s'accélère, si vous voulez. Bon, maintenant, on essaie d'assécher la quantité de gouttes pour augmenter la quantité de dollars. Mais à quel niveau que l'on peut aller? À quel degré que l'on peut continuer avec ça? On peut continuer avec ça seulement à un certain degré. Mais pourquoi? On doit intervenir pour injecter des dollars sur le marché. C'est parce que notre économie n'a pas la capacité de produire les dollars qu'il faut. Maintenant, essayons de voir de quoi il en est. D'abord, d'un côté, nous voyons que les problèmes de finances publiques et d'autres problèmes font qu'on a des surplus de gourdes sur le marché, ou encore, il y a des gourdes qui sont en train qui ne sont pas nécessairement supportées, qui se trouvent sur le marché et que la Banque centrale doit assécher. Mais il faut comprendre un volet gouvernance dans cet aspect. La gouvernance politique qui crée des crises de confiance, qui crée des crises de confiance dans l'économie et qui font que beaucoup d'efforts de spéculation se font. Qu'est-ce qui va advenir demain? Est-ce que les élections vont se faire? Est-ce que les élections ne vont pas se faire? Est-ce que les touristes vont venir? Un ensemble de choses au niveau de la gouvernance qui affectent nécessairement le comportement du rapport goutte-dollar sur le marché. C'est à un niveau. Donc là, on peut parler de rapport économie et politique. On peut le dire ainsi? La gouvernance. La gouvernance. Ouais. Vous préférez? Le comportement des acteurs politiques qui a des incidences sur l'évolution de l'économie et le comportement des acteurs économiques. Ça, c'est un niveau. Est-ce que vous faites allusion... bon, d'abord, vous avez parlé des élections, doute qu'il y a sur les élections, les troubles politiques aussi qu'on a eus, les manifestations de rue. Vous pensez que ça a des incidences aussi sur l'évolution du taux de change? Je ne peux pas le mesurer directement, mais je suis sûr que ça ne peut pas créer la confiance. OK? Mais maintenant, disons ceci. Et jusque-là, nous parlons de l'incidence monétaire
du comportement monétaire de l'économie, en réalité. Ça veut dire que quelle quantité de gouttes qu'il y a sur le marché et comment est-ce que ces gouttes affectent le comportement du dollar et quelles sont les décisions qui sont prises au niveau stratégique, au niveau des gouvernants et qui vont avoir des impacts normalement sur le taux de change. Et quel genre de dépenses que les responsables consentent et comment ces dépenses affectent le comportement de la gourde. On a tenté Maintenant, ça, c'est à un niveau. C'est un niveau. Mais il y a aussi d'autres niveaux. C'est le niveau? Le niveau réel. Le niveau réel, vous diriez... Et quand on parle de niveau réel, on parle de la capacité du pays à produire. C'est ça. C'est ce point que j'allais voir avec vous, Jean-Claude Paulvin, puisqu'on parle aussi de notre production qui est faible. On importe beaucoup. On importe 4 fois plus que l'on exporte, yeah. Ou encore on n'exporte presque pas du tout. Et, je ne dirais pas presque pas du tout, parce que les estimations nous permettent de dire qu'en 1994, on a exporté, avec tous les ajustements faits, environ 841 millions de dollars américains, bien entendu. Mais par contre, on a importé environ 4 milliards et 4 points et quelques milliards. Ça veut dire environ 4 fois plus. Donc, avec cette situation, il y a un autre volet de l'analyse qu'il faut conduire. Et c'est peut-être le volet le plus déterminant et qui doit nous permettre de comprendre que la gourde est en réalité quelque chose qui est enchaîné quelque part et que ça va péter le plafond tôt ou tard. Pourquoi? Eh bien, nous importons pour plus de 4 milliards. Et nous exportons pour moins de 2 milliards. Mais il faut se poser la question, comment on va payer pour? Parce que c'est comme si vous étiez présenté dans une boutique, hein, vous avez 50 gourdes et vous achetez pour 250. Mais comment vous allez payer pour? Maintenant, si l'on devait par exemple mettre l'accent sur un volet, peut-être déterminant, les autorités devaient agir sur quoi? Sur la production, sur la gouvernance. Qu'est-ce qui devait être considéré comme étant la priorité des décideurs pour continuer à contenir la hausse du dollar? Avant d'arriver à ce point, laisse-moi faire un autre point. J'avais posé la question à savoir, si nous importons pour 4 milliards, pour plus de 4 milliards, alors que nous exportons pour moins de milliards, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui doit payer pour. Et en réalité, ceci a été un petit peu allégé grâce à 2 autres facteurs. Le premier, c'est que les transferts venant des Haïtiens vivant à l'étranger ont aidé pour moins de 2 milliards. Et aussi, les dons venant de l'extérieur, notamment de l'aide publique au développement, pour environ un demi-milliard. Et maintenant, qu'est-ce que nous avons en réalité? Au cours de ces 3 dernières années, l'aide publique au développement a baissé considérablement. Ça veut dire que l'afflux de dollars que l'on bénéficiait il y a de cela 3 ou 4 ans a réduit considérablement. Ça a considérablement baissé. Ça veut dire que quand on prend les dollars qui venaient de l'aide publique au développement et le volume que nous recevons des Haïtiens vivant à l'étranger, on fait le total. Et quand on agite les exportations que nous avons, qui comptent pour moins de 2 milliards de dollars, il nous reste encore un déficit important à combler. Or, ce déficit, je veux dire un déficit de gain de dollars, je veux dire, ce déficit qui n'est pas comblé, et c'est là qu'il faut comprendre le comportement de la gourde par rapport au dollar. Puisqu'il y a un gros vide, un gros trou qui s'est manifesté et que l'on n'arrive pas à combler, on a véritablement une tendance naturelle à avoir une décélération, une dévaluation, si vous voulez, une dégradation de la gourde par rapport au dollar. Et ceci va rester pour aussi longtemps que la tendance à l'exportation continue et à l'importation continue, alors que notre capacité à importer, pas à importer, à exporter, est très faible. Maintenant,
et il serait peut-être à propos. Tu vas prendre un break là? Oui, non, là je m'apprêtais à vous dire, on sait qu'il n'y a pas de recette magique, mais quand même il faut faire quelque chose. C'est justement ce que j'allais vous demander, qu'est-ce que l'on doit faire, mais vous gardez la réponse, on l'aura peut-être après la pause, la courte pause. Voilà. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, l'économiste Jean-Claude Polvin. Merci de votre intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de votre intérêt. Vous suivez la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Jean-Claude Polvin est notre invité ce matin. Avec notre invité, on essaie de comprendre les causes de la dévaluation de la monnaie locale, la gourde, la hausse du dollar par rapport à la gourde. Voilà donc des questions que l'on essaie de comprendre ce matin. Alors, il y a plusieurs explications qu'on baille aujourd'hui, qui peut être capable d'aider les gens à comprendre pour qui ça. Alors maintenant, ça qui est intéressé une catégorie sociale, une catégorie de monde qui attendait, c'est, alors, monde qui sentit que vous concernez. Il y a un petit haïtien aujourd'hui, sous bali $100 américains, et puis le gars en ouais que il gagne 5 000 gouttes dans main pour les mêmes son bon bagage que les pour les. Mais par exemple, il y a des gens qui a volé l'argent à l'étranger, que ce soit pour petit yo, bien qui a fait des commandes et qui besoin en pile dollars, son dilemme pour lui. Donc, qui est dans deux catégories sociales, ça, que question rangée, nous ne connaissons pas, on va dire nous même. Mais ça n'a pas besoin de connaître, une ou l'autre que soit catégorie que rangée, un aspect que nous avons, dollar n'a pas supposé continuer à monter. Maintenant, est-ce que c'est troubles politiques pour que tu as diminué, incertitude, stabilité, menace sur la stabilité, est-ce que c'est eux-mêmes pour nous essayer de cerner, Jean-Claude Polvin, ou bien est-ce que nous avons supposé agir sur la production nationale? Il faut nous produire plus, il faut nous planter plus, il faut importer, il faut gagner l'argent pour importer, en même temps, il faut nous exporter tout. Ce qui ça nous a chita, je dis en 2015, face à un dollar qui a gagné, à prendre du poil de la bête par rapport à la gourde. Jean-Claude Polvin. Bon, et effectivement, le dollar, c'est une grande préoccupation, son comportement. Et le comportement est tellement grand que, où s'est exprimé tout à l'heure, leur dit que quelque part, au monde qui a $100, là, change un paquet de gold. En même temps, au monde qui a besoin d'acheter $100, il peut l'acheter, il a besoin d'un paquet de gold. Donc, il y a un dilemme là. Mais le problème, ce n'est pas le niveau, c'est allié. Et pour aussi longtemps que les fondamentaux que nous savons restent ce qu'ils sont, on aura toujours un dollar qui aura tendance à prendre beaucoup de poids par rapport à la gourde. La dévaluation de la gourde par rapport au dollar continuera. Pourquoi? Pour bien comprendre ceci, il y a des paramètres qu'il faut essayer de saisir. D'abord, ce que j'appelle moi-même les paramètres structurels. Le premier paramètre, c'est le paramètre de la population. Vous savez qu'aujourd'hui, la population, qui était il y a de cela quelques années 8 millions, est passée à 10 et bientôt sera 11. Maintenant, quand la population augmente, qu'est-ce qui se fait? Ce qui se fait naturellement, il n'y a plus de bouche à nourrir, ce qui s'y arrive. Et puisqu'il n'y a plus de bouche à nourrir, qu'est-ce qui se produit? Bon, il faut pouvoir, ou bien vous produisiez suffisamment de nourriture pour nourrir le nombre de personnes en plus, ou bien vous importez cette nourriture-là, ou ces nourritures, ou ces aliments, ou ces produits de première nécessité. Maintenant, puisque vous n'êtes pas en mesure de produire ces biens de première nécessité, qu'est-ce qui se fait? Vous importez. Au fur et à mesure que la population augmente, et au fur et à mesure que vous vous trouvez dans une situation d'incapacité de réagir, vous exercez naturellement des pressions sur votre gourde à la baisse. Parce que vous devez trouver des dollars pour payer la facture d'importation. C'est un paramètre structurel. C'est ce que vous appelez les fondamentaux. Les fondamentaux. Structurels sur le plan réel. Maintenant, il y a beaucoup plus. Plus qu'il y a de personnes
plus que les gens laissent la zone des campagnes pour venir de la ville, qu'est-ce qui se passe? Bon, on a une demande de voiture. Et puisqu'il y a cette demande de voiture, qu'est-ce qui va se passer? Bon, OK, il y aura une demande aussi de pétrole. C'est-à-dire la facture pétrolière va augmenter naturellement. Et la facture pétrolière augmentant, le nombre de voitures augmentant, la pression sur la facture d'importation aussi augmente, la tendance augmente. Donc voici les paramètres qui sont extrêmement importants de comprendre. Qu'est-ce qui arrive? Aujourd'hui, quand vous regardez la configuration de notre économie, les gens s'amusent à importer du riz, du pois, etc., etc. Ils importent tout. Eh bien, ils importent tout. Eh bien, la facture d'importation aussi augmente. Mais la chose est devenue encore plus compliquée, plus sophistiquée et plus délicate, c'est que les finances publiques dépendent des revenus d'importation pour alimenter, comme source de revenus, et presque unique source de revenus. Ce sont les taxes payées sur les importations, ce sont les taxes payées sur les différentes catégories de revenus sous une forme ou sous une autre, liées aux importations, qui alimentent la caisse publique. Vous êtes dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux qui condamne la gourde à dégringoler. Et d'ailleurs, nous sommes simplement heureux et chanceux que nous sommes seulement aujourd'hui à 50 gourdes pour $1. Et comme tu disais tout à l'heure, grâce aux interventions de la Banque centrale. Mais les interventions de la Banque centrale ont leurs limites. Ils voudront bien manipuler les paramètres monétaires en augmentant les réserves obligatoires, en intervenant sur le marché monétaire, et achetant les gourdes et mettant les dollars sur le marché. Ça aura quelques effets, mais éphémères et temporaires. Quand on sera passé de 50 gourdes à 60 gourdes, la Banque centrale interviendra encore pour contenir le dérapage du dollar par rapport à la gourde, et elle interviendra encore pour contenir la gourde, pour contenir le dérapage. Donc ça ira d'intervention en intervention. En intervention, de même. Et jamais le problème ne sera résolu. Non, jamais. On n'aura jamais, mais je vous dis ça sincèrement, on n'aura jamais, mais jamais une solution. Donc on est condamné. Pas avant qu'on soit intervenu sur le plan réel. Nos entrepreneurs... Excusez-moi, professeur, les fondamentaux sont nombreux, pour vous répéter. Vous avez parlé de la facture du pétrole, vous avez parlé de la nécessité pour certains gens d'importer des véhicules, un besoin d'avoir un véhicule, c'est peut-être important. Maintenant, est-ce que les autorités ou encore les décideurs doivent penser à envisager une autre forme de transport public, de transport en commun, pour éviter que certains gens se voient obligés, par exemple, d'utiliser leur propre véhicule, comme cela se passe dans d'autres pays. Là, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que c'est un facteur, c'est une possibilité à explorer? C'est même pas une possibilité, c'est une nécessité. Oui, mais comment le faire? Bon, à ce moment-là, on ne va pas faire cette émission-là sur ce facteur. Tout à fait. Ce sont des choses sur lesquelles nous autres, au cours de ces 4 dernières années, nous sommes penchés dessus, nous les avons étudiés et nous avons investigué beaucoup. Les problèmes sont nombreux, Jean-Claude Polvin. D'abord, l'explosion démographique que vous avez évoquée tantôt, la nécessité d'exporter plus que l'on importe, le dollar qui augmente, les voitures, le pétrole et autres. Et nous restons à Haïti, avec tous nos problèmes. Il y a deux choses. Enfin, restons à Haïti, il faut revenir dessus. Rappelle-moi, il faut revenir sur restons à Haïti. Oui. Essayons de comprendre mécaniquement ce que ça veut dire, structurellement deux choses. Il y a un double mouvement qui doit se faire. Le premier mouvement, c'est que nous devons baisser la facture d'importation en important seulement ce qui est nécessaire pour la production. Un autre mouvement, c'est que nous devons augmenter notre exportation. Aujourd'hui, en regardant ce qui se fait, on a eu certaines améliorations au niveau des services à cause de certains efforts qui ont été faits sur le plan touristique. On a vu, quand on analyse le tableau de la balance des paiements, on a vu qu'il y a une amélioration au cours de ces 3 dernières années. Et c'est cette amélioration qui a un peu contenu un peu
et le déséquilibre qu'on aurait pu avoir au niveau de la balance des paiements et qui aurait pu accélérer la détérioration de la Guadeloupe. Si on n'avait pas ces efforts au cours de ces dernières années, les choses auraient pu déjà être véritablement dégueulasses. On est chanceux d'être aujourd'hui à 50 gourdes. Oui, alors vous répétez ce point. On est chanceux que l'on soit encore à 50 gourdes. C'est-à-dire ça aurait pu être pire. Bien pire. Et bien pire, et je ne m'attends pas à ce qu'il y ait amélioration. Il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas parce que pour qu'il y en ait, il faut que les acteurs économiques, qu'ils soient privés ou publics, se décident à se pencher vers le réel. Parce que le monétaire est ce qu'il est. Le monétaire n'est que le reflet du réel. Et quand au niveau du réel, il n'y a aucun progrès sérieux, aucune décision sérieuse aussi pour avancer, le monétaire ne fera que sur sa trajectoire et continuera avec sa détérioration en cours de dollar. Écoute, toutes les interventions de la Banque centrale, moi je dis clairement, ce sont des interventions. Bon, ils sont là pour ça, ils doivent faire quelque chose, ils sont des autorités monétaires, ils le feront quand même, mais ils restent artificiels et superficiels. Parce qu'ils ne sont pas en mesure de changer le fondamental, à moins qu'il y ait une autre approche sur le plan économique qui exige ces autorités à avoir une politique particulière sur le plan réel, de telle sorte qu'on puisse se dire que d'ici 5 ans, on va avoir un taux de croissance au niveau du PIB, du produit intérieur brut, de l'ordre de 10% par année, par exemple. Ça ferait, si vous voulez, une augmentation d'environ 50 à 60% du produit intérieur brut. Cela signifierait aussi que les exportations augmentent. Cela signifierait aussi que nous réduisons la facture des importations, nous augmentons notre capacité de produire et de nous nourrir. Voici de quoi il en est ici. Si ces choses-là ne sont pas abordées, je donne défi à quiconque est en mesure de me le dire, qu'on va avoir quelque chose de différent et qu'on va avoir un taux de change qui ne soit pas 50 gouttes pour $1. Et je vous assure qu'au rythme que l'on va maintenant, avec une détérioration de 13% sur un an, je t'assure, Wendell, d'ici l'année prochaine, comme on dit en créole, c'est maman petite marée-vente. Non pas jouer rôle de, non pas faire l'oiseau de mauvais augure. Bon, ce n'est pas de l'oiseau de mauvais augure. Moi-même, quand j'ai fait mes prévisions, il y a de cela une dizaine d'années, sur 50 gourdes, ce n'était pas un oiseau de mauvais augure. C'était en regardant les fondamentaux. C'était une simple prévision. Non, en regardant ce qui se passait avec les hypothèses de production ou de non-production. Voici ce que l'on avait avec une hypothèse de non-production. Et c'est ce qu'on a. Et si les paramètres restent ce qu'ils sont, avec les acteurs se comportant tels qu'ils se comportent, et quand je dis les acteurs, je parle des acteurs publics et aussi des acteurs privés. Les acteurs privés se concentrent surtout sur les importations des biens pour faire le commerce. C'est bien ça, il faut faire de l'argent. En tant qu'économiste, vous maîtrisez les paramètres, vous avez une idée claire de la situation. Et à un moment où l'on parle des élections, qu'est-ce que Jean-Claude Paulvin attend d'un candidat à la présidence, par exemple? D'abord qu'il soit conscient que nous avons une économie qui est condamnée à rester à la dérive, si vous voulez, s'il n'y a pas d'intervention sérieuse. Alors, qu'est-ce qu'il doit vous dire dans le cadre de sa campagne pour vous sensibiliser, pour vous porter à le voter, par exemple, étant donné que vous êtes un intellectuel avisé, qu'est-ce qu'un candidat doit dire à Jean-Claude Paulvin pour le porter à le voter? Désormais, l'économie sera ma priorité numéro 1. Et que quelque part, il va prendre toutes les décisions et toutes les dispositions de renverser la tendance à la détérioration de l'économie haïtienne et de changer les paramètres des exportations et de l'importation, d'inverser l'ordre et de faire en sorte que l'économie puisse se mettre sur le chemin de la croissance. Si, très certainement, vous pourriez lui demander des explications. Le comment. Oui, je vais lui poser des questions sur le comment. Mais s'il peut m'assurer qu'il renverse la tendance, je suis assuré aussi que la question goutte dollar est quasi résolue. Parce que c'est par là seulement
que l'on peut résoudre le problème de la détérioration de la goutte par rapport au dollar. Pour aussi longtemps qu'on laisse le flambeau entre les mains de la Banque centrale qui va faire ses interventions, etc., c'est du maquillage. C'est comme si la maquilleuse était venue me donner quelques coups de poudre sur le visage, et puis après, une fois au soleil, ça recommence. Donc, est-ce que nous devons comprendre, Jean-Claude Paulvin, que la question de la fluctuation du dollar devrait être considérée comme une priorité de campagne électorale aujourd'hui? Bon, on peut toujours évoquer ça. Et certainement, on peut, en l'évoquant, on comprend aussi qu'on est en train d'évoquer le comportement d'un indicateur, qui est un indicateur clé de l'économie haïtienne. Et quand vous voyez le dollar afficher un certain comportement par rapport à la gourde, et soit à la hausse ou à la baisse ou attendant la stabilisation, nous savons qu'il y a quelques éléments au niveau de l'économie qui est en train de manifester en dessous. Donc, c'est une préoccupation. Mais en fait, le problème, si le dollar est un indicateur, le dollar n'est pas l'économie. C'est le comportement des paramètres économiques qui va expliquer le comportement du dollar. Ceci doit être très clair. Et maintenant... Est-ce que vous pensez que pendant un mandat de 5 ans, un président de la République est en mesure de renverser la tendance? Oui. Il peut en 5 ans? Oui, il peut. Mais ça doit être... cela ne doit pas être un populiste. Ça doit être un homme d'État. Un homme d'État peut faire ça. Il y a des dispositions qu'il faut prendre. Et aussi, il faut savoir sacrifier... Vous parlez de mesures impopulaires aussi? Oui, s'il le faut. S'il le faut, il y a des mesures impopulaires qui devront être prises pour arrêter ça. Pourquoi? Parce que l'économie telle qu'elle est, laissée à elle-même, est à la dérive, on fait du n'importe quoi. Alors, voyons quelques paramètres rapidement. La contrebande, par exemple. La contrebande, par exemple. Le fait qu'aujourd'hui, nous sommes nourris par le voisin. En fait, c'est quelque chose que l'on peut gérer. On peut gérer ça tout en maintenant les relations commerciales de manière normale avec les voisins, mais sans aussi ouvrir notre ventre pour subir la contrebande, par exemple. Et c'est pratiquement tout le monde qui est impliqué dans ça. Le narco-dollar, par exemple. Évidemment, on ne peut pas construire une économie sérieuse sur le narco-dollar. On a vu, par exemple, il y a cela 7-8 ans, où le narco-dollar circulait presque de manière normale sur le marché. Et on avait une certaine répression, qu'il y a un certain secteur qui bougeait d'une certaine manière. Mais une fois qu'on arrive à maîtriser ce narco-dollar, les choses ont changé de façon de se faire. OK? Et alors, on ne peut pas construire une économie sérieuse sur le narco-dollar. C'est du factice. Alors maintenant, reconsidérons, si vous voulez, les paramètres pour que la situation s'améliore. Tout président responsable, tout chef d'État responsable qui n'est pas un chef d'État populiste doit agir sur certains points. Maintenant, l'explosion démographique. L'explosion démographique... On était à 10 millions, bientôt 11 millions. Donc, que devra-t-il faire? Les solutions sont là. Les solutions sont là. Malheureusement, je ne peux être que lapidaire, parce que, en fait, je peux dire des choses qui méritent des explications très détaillées, très profondes, tant que je n'ai pas pour ça. Mais un premier élément, je peux dire tout de suite, c'est qu'il y a la question de la migration qu'il faut pouvoir contrôler. Et la migration, les effets migratoires qui ont des incidences sérieuses sur l'accumulation des populations au niveau des zones urbaines, où les gens pensent que seulement là, ou encore, ils laissent... Quand je dis au niveau des zones urbaines, c'est encore plus dire, parce qu'en fait, ils laissent en réalité les provinces pour venir s'accumuler à la capitale et créer des déséquilibres sérieux. Alors qu'un premier élément pourrait essayer de contenir les gens dans leur contrée, dans leur zone, et en leur donnant ce qu'il faut pour vivre, ça veut dire du travail dans les zones-là. Et à ce moment-là, beaucoup d'autres solutions pourraient être beaucoup plus faciles à apporter dans une certaine mesure. Donc,
Ça, c'est un premier élément de solution que l'on pourrait envisager. Et ça voudrait dire aussi que l'on amène l'emploi dans ces zones-là. Okay? L'emploi ne saurait se confiner uniquement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Il y a un auditeur qui vous demande ce que vous pensez des dépenses superflues des différents gouvernements et la corruption dans l'administration publique. Est-ce qu'à votre avis, ces dépenses ne sont pas aussi pour quelque chose? Naturellement, une fois que vous êtes en train de faire des dépenses qui ne vont pas contribuer à renforcer, à créer de l'emploi, à renforcer la production, et des dépenses qui vont alimenter les importations. Et encore, je pourrais dire que des dispositions normalement d'effectuer des mouvements de fonds vers l'étranger qui ne servent pas nécessairement à alimenter votre appareil productif. Ces dépenses, naturellement, sont des dépenses qui détruisent l'économie. Sont des dépenses qui ne sont pas là pour permettre à l'économie de faire des progrès. Sont des dépenses qui ne sont pas là pour contenir la détérioration de la goutte par rapport au dollar. Quand vous faites un contrat, par exemple, avec une firme étrangère, et qu'est-ce qui arrive? Cette firme étrangère dépose le travail que vous lui avez demandé de faire dans votre pays, et l'essentiel des fonds que vous avez payés pour le travail est transféré vers l'étranger, et avec votre commission. Donc c'est normal que ça ait une sorte de répercussion inévitable sur le comportement de la goutte, sur la création d'emplois, sur la production. Il y a tout un chaînon d'actions. Alors, on va terminer avec deux questions de nos auditeurs. Et d'abord, il y a un auditeur qui pense qu'on n'a pas mis suffisamment l'emphase sur la production. Selon lui, il faut produire beaucoup pour exporter. Et on en a parlé, mais on n'a pas parlé assez. Pour lui, c'est l'un des fondamentaux déterminants pour contenir la hausse du dollar. Produire beaucoup pour pouvoir exporter. Et le même auditeur estime qu'un pays, pour grandir, doit avoir des dettes, en quelque sorte, pour grandir. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, je crois que l'auditeur a raison. Prenons les deux questions. La première, c'est que l'auditeur a raison. Nous n'avons pas mis trop et beaucoup d'accent sur l'aspect production. C'est parce que, d'abord, nous pensions que c'était une évidence. C'est une évidence. Et non seulement qu'il faut produire, il faut savoir comment et qu'est-ce qu'il faut produire. D'abord, à mon avis, nous devons nous orienter vers le champ petite industrie. Et nous devons investir beaucoup d'efforts non seulement dans la multiplication des entreprises, mais des entreprises capables de répondre à une demande qui existe sur le marché. Ça, il faut le voir, il faut le faire. Et en ce sens-là, nous attirons l'attention de ceux-là qui ont la possession de l'argent, de diriger leurs ressources vers la production qui puisse répondre à une demande qui existe. Ça, c'est un premier élément. Un deuxième élément, il faut aussi produire pour que nous puissions nous nourrir et cesser d'importer. Encore, ralentir ou limiter nos importations, surtout en ce qui concerne les produits de première nécessité qu'aujourd'hui nous sommes en train d'importer. Ça, c'est inacceptable. Par rapport à notre question, à savoir... On doit avoir des dettes. Bon, et il y a de cela une dizaine d'années, nous avons été, si vous voulez, je dirais, mal orientés. Nous avons mal orienté nos efforts, pensant que nous avons ce qu'on appelle une élimination de la dette et contre laquelle nous ne pouvons pas consentir des prêts. Or, les prêts sont nécessaires. Les prêts sont nécessaires, ils peuvent être limités notamment par rapport à notre production intérieure brute. En général, un petit pays comme nous autres, 50% de notre produit intérieur brut sous forme de dette est acceptable. Aujourd'hui, nous en sommes à 20%. Ça veut dire qu'il nous reste encore une marge de manœuvre qui aurait pu être de 30% de dette
qui équivaut à notre produit intérieur brut. Or, la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui nous interdit de consentir de la dette. Je pense qu'un gouvernement, nous ne sommes pas solvables. Non, nous ne sommes pas solvables. Pas que nous ne sommes pas solvables, nous avons vendu notre capacité, etc. Nous avons fait des mauvaises négociations. Maintenant, un président élu avec un mandat et qui comprend ce qu'il faut, il va devoir négocier pour récupérer sa capacité d'endettement et devant lui permettre d'arriver au moins à 50%. Avec 50%, ça veut dire que si nous prenons les paramètres d'aujourd'hui, nous avons accès à 3 milliards de dollars additionnels que nous pouvons investir dans la mise en place de systèmes de transport, dans le renforcement du secteur industriel et dans l'orientation de la petite industrie. Donc, il y a tout cela, quelque chose qu'il faut voir. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait? Nos dirigeants n'ont pas su prendre ces dispositions. Ils préfèrent faire autre chose et faire de la mauvaise gouvernance politique, notamment. Merci Jean-Claude Paulin. Une dernière petite question avant de partir. Est-ce qu'on a 15 bons candidats dans 69? Non. Pas de me citer non plus. Non. Je ne fais ça. Mais est-ce qu'on a 15 bons candidats ou bien est-ce qu'on a une sorte de top 15 qui est capable de résoudre le problème pour proposer là? Écoutez, il est très difficile pour répondre à une question ça. Vous comprenez pour ça? Parce qu'en général, ou pas jamais connaît. Je ne dis pas 10 non, je ne dis pas 5 non plus. Je dis 15 sur les 69. Comme je dis, c'est 69 qui gagnent, parce que ça semble qu'il y a des fonds. Bon, on est capable de jouer 15 nègres qui ont la capacité de gérer le pays. Ils n'ont pas pris les conditions politiques pour émerger comme figure qui a dirigé le pays. Ce n'est pas gain, non? Mais il faut étudier, les paramètres sociaux et politiques dans le pays pour comprendre que les gens qui sont capables de diriger, ne peuvent jamais émerger pour diriger. Et que c'est les gens qui ne sont pas capables d'émerger, qui ont des chances pour émerger comme dirigeant. Donc, pareil, ça, la question, ça, pendant que au cap dit oui, on a dit non tout. Non, je devrais voir que ce n'est pas facile pour répondre, mais posez-le quand même. Ok, surtout qu'on dit ou pas qu'à citer, non. Bon, eh bien, merci. Et pour nous retourner sur la question de $, c'est-à-dire que si matin, là, je vais me dire $10 américains, non même, et que moi, je dois exporter, et pas exporter, importer, vous faire des achats à l'extérieur, donc mettez 2-3 roches, mettez sous $10 ça pour conserver, pour ne pas gaspiller, pour ne pas dépenser. Et après, il y a ça dans le langage financier, position longue. Une position longue, c'est une bonne position. Ça veut dire position longue. Ça veut dire que vous quittez le dollar là, pour t'en pi devant, avant qu'on fait transaction avec elle. Oui, ça veut dire que vous comptez que le prix valorisé, le dollar là prend plus valeur. Ça veut dire plus valeur et que dans le temps, on obtient plus de pour lui. Donc ça veut dire que le dollar c'est monté, il a toujours monté. Il ne va jamais descendre pour good là. Jamais. Il y a un petit bail de 2 points. Mais quand tu comptes de 50 ans là pour tomber à 40 gouttes, pour ça t'a fait. On garde des conditions. On ouvre les yeux pour des conditions. Pour une raison ou pour une autre, tu as un boom économique qui fait au niveau des États-Unis qui fait que quantité d'argent diaspora t'as doublé. En fait, il passe d'environ 2 milliards, il passe à 3 milliards, 3,5 milliards. Il faut que quelque part, pour une raison ou pour une autre... On a produit plus? Non, pas comme la production, on va parler rapide. La production, elle n'est pas le temps. Pour une raison ou pour une autre, quelques événements internationaux t'ont fait que une injection d'environ 1 milliard, 1,5 milliard, tout de suite, mais tout de suite, plongé dans le pays. Ça t'a fait 3 milliards rapides qui ont circulé, qui pourrait avoir un effet évident. Évident. Et puis, pas aucune catastrophe, et puis tout le dirigeant de Chobol Mekayo suspend fait Chobol, et puis calme Mekayo pour ne pas courir avec Kobla. Parce qu'il y a courir, il n'y a pas pour prendre l'argent, je te avec. Ouais. Sous un événement, ça, conditions ça réunies, il y a dit c'est miracle. Ou tout de suite, au cap sorti de 50 à 40. Mais on dit que c'est la Banque centrale qui peut faire une intervention, mettons 5 millions là, mettons 10 millions là. Bon, et avant, ils font et puis ils descendent pour un point, ils descendent pour un demi-point, et puis ils remontent encore. Bon, le cas pas descendre, les cas maintenus, alors, les cas empêcher de monter. Il était à même niveau. Mais espérer que vous pouvez gagner un bail dramatique qui fait du jour au lendemain, ça, non, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Non. Ah ben, on suit. Ok. Jean-Claude Paulin, c'était un plaisir de vous avoir sur le plateau de la rubrique Le Point aujourd'hui.
Vraiment, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu cette possibilité. On espère pouvoir vous poser des questions à l'avenir. Même pas dans encore pour nous parler sur l'argent qui continue à monter. Il descend plutôt. Intéressant là où elle descend et là où elle monte à non plus. Mais ça me clair, c'est que dirigeants politiques nous doivent prendre des dispositions pour agir sur paramètres réels. L'autre ensemble, nous avons deux ensembles. Paramètres réels, c'est sur les agir. Et ceci, ce n'est pas dirigeants politiques seulement, non. Acteurs économiques de manière générale. Et même agents économiques de manière générale. Doivent gagner ça comme conscience et un système de compréhension pour nous agir à l'épi devant. Merci infiniment. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'économiste Jean-Claude Paulvin était notre invité ce matin. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC+, MSC Trading et Machete Tony.